Maman m'a toujours dit « Méfie-toi des hommes ». Elle avait raison, mais je ne pensais jamais que c'était d'elle que je devais me méfier. Je m'appelle Amélie. J'ai 28 ans. Jusqu'à il y a 3 mois. J'avais une vie parfaite, un mari attentionné, une mère aimante, un bel appartement à Lyon, mais tout était un mensonge. Leur trahison avait commencé bien avant mon mariage, et ce que je leur ai fait ensuite les a détruits tous les deux. Tout a basculé un mardi matin d'octobre. Je rangeais les vêtements d'hiver de Marc, mon mari. Il était parti tôt, comme tous les jours depuis nos 2 ans de mariage. Marc, 35 ans, avocat, costume impeccable, sourire charmeur, le mari parfait. Ma mère Isabelle l'adorait. Trop, peut-être. Elle me disait souvent « Tu as trouvé l'homme parfait, ma chérie ». Ses yeux brillaient quand elle parlait de lui, d'une façon étrange, mais je ne voyais rien. Ce matin-là, j'ai fouillé dans la poche de sa veste. Mes doigts ont touché quelque chose. Un papier plié, je l'ai sorti, une facture d'hôtel. Le Grand Hôtel de Chamonix, chambre double, vue sur le Mont Blanc, 3 nuits en septembre, le mois dernier. Mon cœur a commencé à battre vite. Marc m'avait dit qu'il allait à Paris en septembre, pas à Chamonix. Je me suis assise sur le lit. J'ai examiné la facture. 2 personnes, petit déjeuner en chambre, service spa, champagne. J'ai essayé de respirer calmement. Il devait y avoir une explication. Mais mon instinct hurlait que non. Vous connaissez ce sentiment, quand vous savez que quelque chose ne va pas, mais vous ne voulez pas y croire? J'ai appelé Marc, messagerie vocale. J'ai appelé son cabinet. Il est en réunion toute la journée. J'ai raccroché. Je suis restée là, avec cette facture. Ma vie parfaite commençait à se fissurer. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai ouvert l'ordinateur de Marc. Je connaissais son mot de passe. Il me l'avait donné lui-même. Confiance totale, transparence absolue. Notre accord. Ses emails s'ouvraient automatiquement. Des messages professionnels. Rien d'inhabituel. Mais en bas, un dossier. Personnel. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, un seul sous-dossier. I. Juste la lettre I. Ma mère s'appelle Isabelle. J'ai cliqué. Des photos. Des dizaines de photos. Marc et ma mère, main dans la main au lac d'Annecy. Marc et ma mère sur une terrasse, en train de trinquer. Marc et ma mère qui s'embrassaient. Un vrai baiser. Un baiser d'amant. La pièce tournait. J'ai fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, les photos étaient toujours là. Cruelles. Indéniables. J'ai fait défiler. Il y en avait tellement. Des mois de photos. Peut-être des années. Une photo m'a glacé le sang. Au mariage de ma cousine Sophie. L'été dernier. Marc était parti tôt, malade. Ma mère aussi, mal à la tête. Sur la photo, ils étaient dans une voiture, garés dans un endroit isolé, en train de s'embrasser, pendant que moi, leur idiote, je dansais sans me douter de rien. Et là, vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pleuré? J'ai crié? Non, j'ai continué à chercher. Des emails, des centaines d'emails, si intimes, si passionnés que j'ai eu envie de vomir. Marc l'appelait mon amour, ma belle, elle l'appelait mon cœur, mon homme. Un email daté d'il y a 6 mois. Mon amour, encore 3 ans. Dans 3 ans, Amélie sera plus indépendante. Nous pourrons partir ensemble. Pense à notre villa en Toscane. Pense à nos matins sans mensonge. Je t'aime, Taï. 3 ans. Ils allaient me laisser dans 3 ans. Ma propre mère. L'homme que j'aimais. Ils avaient tout planifié. Je ne pleurais même pas. J'étais devenue de glace. Je me suis levée. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai remis la facture exactement où je l'avais trouvée. Je suis allée dans la cuisine. Un verre d'eau. Puis un autre. Mon téléphone a sonné. Maman. Comme si elle sentait quelque chose. Allô ma chérie, ça va? Tu veux déjeuner ensemble demain? Sa voix. Cette voix qui m'avait consolée quand papa était mort. Cette voix qui m'avait encouragée le jour de mon mariage. Cette voix était du poison. Oui maman, avec plaisir. Le petit comptoir, rue de la Charité. 12h30. Parfait. À demain. J'ai raccroché. Ma voix était calme. Étrangement calme. Parce qu'à ce moment, quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus la gentille Amélie. J'étais devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un de dangereux. Vous pensez que je les ai confrontés? Que j'ai crié? Pleuré? Claqué des portes? Non. La confrontation, c'est pour les amateurs. Ce que j'avais en tête était bien plus raffiné. Marc est rentré ce soir-là à 20h. Sourire fatigué. Cravate desserrée. Bonsoir mon amour. Ça sent bon? Ton plat préféré. Bœuf bourguignon. Allemand. Il m'a embrassé. Ses lèvres sur ma peau. J'ai voulu hurler, mais je me suis forcée à sourire. Tu es un ange. J'ai eu une journée infernale. Oh, raconte-moi. Et il a raconté. Ses clients, ses dossiers, ses réunions. Je hochais la tête.
Je posais les bonnes questions. Je remplissais son verre. Le mari parfait. Le menteur parfait. Au fait, j'ai croisé ta mère ce matin, a-t-il dit. Ah bon? Elle ne m'a rien dit. Elle voyait son médecin, un contrôle de routine. Mensonge. Ma mère n'avait pas de médecin à Lyon. J'ai souri. Tant mieux. Après le dîner, nous avons regardé un film. Enfin, il regardait moi, je regardais son profil. Cet homme que j'avais aimé. Cet homme qui partageait le lit de ma mère. Cet homme qui voulait me quitter dans 3 ans. Cette nuit, quand il s'est endormi, j'ai pris son téléphone. Code, notre date de mariage. Ah, ironique. J'ai ouvert WhatsApp. Pas de conversation suspecte. Tout effacé. Intelligent. Mais pas assez. J'ai trouvé une application cachée. Messagerie cryptée. Dans un dossier outils professionnels. Je l'ai ouverte. Des messages. Le dernier message. 3 heures plus tôt. J'ai tellement envie de toi. Demain, même endroit, 14 heures. Marc. Oui, mon amour. Je dirai à Amélie que je vais chez le coiffeur. Je t'aime. Demain, 14 heures. Pendant que je déjeunais avec elle à 12h30, elle allait retrouver mon mari à 14 heures. Dans leur petit nid secret. J'ai pris des captures d'écran. De tout. Puis j'ai tout remis en place. Je me suis recouchée. Marc a passé son bras autour de ma taille. Geste familier. Un geste qu'il faisait aussi avec elle. J'ai fermé les yeux. Et j'ai commencé à planifier. Le lendemain, Marc est parti à 8 heures. Bisous. Bonne journée, mon cœur. La routine du mensonge. J'ai attendu 10 minutes. Puis j'ai appelé Thomas, mon meilleur ami d'enfance. Photographe professionnel. Amélie, ça va? Thomas, j'ai besoin de toi. Et de ton appareil. Aujourd'hui, c'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai. Tu es libre à 13h30? Je peux me libérer. Où? Je lui ai donné l'adresse. Thomas ne m'a pas posé de questions. J'y serai. À midi, je me suis préparée. Maquillage léger, robe simple, sourire collé comme un masque. Je suis arrivée au restaurant à 12h25. Ma mère était déjà là. Elle m'a fait signe en souriant. Elle portait une robe neuve, élégante, chère, moulante, pas le genre de tenue pour voir sa fille. Ma chérie, tu es ravissante. Elle m'a embrassée. Son parfum, un parfum différent, plus sensuel, plus jeune. Toi aussi, maman. Cette robe est nouvelle. Oh ça? Oui, à mon âge, il faut se sentir femme, tu sais. 52 ans. Belle, cheveux blonds, silhouette mince. Des hommes se retournaient sur elle, y compris mon mari. Nous avons commandé. Salade pour elle, quasi de veau pour moi. Elle a parlé de tout et de rien. Sa sœur, la météo, le maire. Jamais elle n'a mentionné Marc. Jamais son rendez-vous de cet après-midi. Et Marc, toujours parfait, sa voix quand elle a dit son nom. Ce tremblement, cette chaleur. Et oui, toujours parfait. Tu as de la chance. Si j'avais eu cette chance à ton âge, elle soupirait, comme si elle méritait plus. Et dans sa tête, Marc était ce plus, même si ça signifiait me détruire. À 13h15, j'ai regardé ma montre. Vite. Oh, je dois y aller. Rendez-vous client à 14h. Déjà, nous n'avons pas pris le dessert. Une autre fois. Je me suis levée, j'ai payé, je l'ai embrassé. Ses joues sentaient ce nouveau parfum, le parfum de la trahison. À bientôt, ma chérie. Je t'aime. Moi aussi, maman. Ces mots m'ont brûlé, mais je les ai dit. Je suis sortie. Thomas m'attendait au café d'en face. Explique-moi. Et je lui ai tout expliqué. Les photos, les emails, le rendez-vous. Il m'a écouté. Quand j'ai fini, son visage était dur. Je suis désolée, Amélie. Ne sois pas désolée. Aide-moi. Que veux-tu? Suis là. Prends des photos. De tout. Je veux des preuves. Thomas a hoché la tête. 10 minutes plus tard, ma mère est sortie. Elle a marché jusqu'à sa voiture. Thomas l'a suivie. Moi, je suis rentrée. Et j'ai attendu. À 18h, Thomas m'a envoyé un message. J'ai tout. Prépare-toi. Il est venu 1 heure plus tard. Marc n'était pas rentré. Thomas a sorti son ordinateur. Il m'a montré les photos. Ma mère devant un immeuble du 6e. Ma mère entrant. 5 minutes plus tard. Marc entrant. Puis des photos d'une fenêtre au 3e. Rideau mal fermé. On voyait l'intérieur. Ma mère et Marc, enlacés, s'embrassant. Puis les rideaux se fermant. Thomas avait attendu. À 16h30, ma mère ressortait. Cheveux défaits. Sourire aux lèvres. 15 minutes plus tard. Marc, même expression. L'appartement est loué par Marc Delacroix, a dit Thomas. Appartement 3B. Un appartement. Pas des hôtels. Un vrai lieu à eux. Combien de fois, pendant que je travaillais, que je préparais nos dîners. Merci Thomas.
Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Mais ça ne restera pas impuni. Thomas est parti, Marc est rentré à 20h30. Plus tard que d'habitude, il avait l'air détendu. Radieux, désolé pour le retard. Réunion. Mensonge. Pas de problème. J'ai commandé des sushis. Nous avons mangé. Marc était de bonne humeur. Bavard. Bien sûr, il venait de passer l'après-midi avec ma mère. Cette nuit, quand il a voulu me faire l'amour, j'ai dit non. Fatigué, il s'est retourné. Il s'est endormi, et moi j'ai fixé le plafond, en élaborant mon plan. Vous vous demandez ce que j'ai fait? Comment j'ai réagi? Restez avec moi, parce que ce que j'ai préparé pour eux, ils ne l'ont jamais vu venir. Les jours suivants étaient étranges. Je continuais ma vie normale, mais à l'intérieur, j'avais changé. J'étais une actrice. Chaque sourire était calculé. Chaque je t'aime était une arme. J'ai commencé par enquêter. L'appartement était loué depuis 8 mois. 8 mois. Leur relation datait donc d'avant. Peut-être pendant nos fiançailles? J'ai fouillé les relevés bancaires de Marc. Des virements réguliers vers un compte. 500 € par mois. Le loyer probablement. J'ai aussi fait quelque chose d'impensable. J'ai engagé un détective privé. Pas Thomas. Un professionnel. Ancien policier. Et je veux tout savoir. Depuis combien de temps? À quelle fréquence? S'il y a des projets? Tout. Ça va coûter cher. L'argent n'est pas un problème. J'avais un bon salaire. Et surtout, j'avais un compte d'épargne de mon père. Un compte que Marc ne connaissait pas. Papa me l'avait laissé avec une note « Pour ton indépendance », comme s'il avait su. Le détective s'est mis au travail. J'ai continué à jouer mon rôle. Le week-end suivant, dîner de famille. Maman a préparé son coq au vin. Marc l'a complimenté. « Isabelle, c'est délicieux. »« Oh Marc, vous êtes gentil. » Leurs regards se croisaient. Des petits sourires, des touches subtiles. Et moi assise là, je les observais. À un moment, maman est allée aux toilettes. Marc a sorti son téléphone. Il a tapé vite. Il l'a remis dans sa poche. 30 secondes plus tard, le téléphone de maman a vibré. Il s'envoyait des messages. Pendant que j'étais là, l'audace. Quand maman est revenue, elle souriait. Marc aussi. J'ai souri également. Encore du vin, tout était si civilisé, si normal, si faux. 2 semaines plus tard, le détective m'a appelé. J'ai les résultats. On peut se voir? J'ai café discret. Il a sorti un dossier épais. Votre mari et votre mère se voient 3 fois par semaine. Toujours rue Garibaldi. Leur relation a commencé il y a 2 ans et demi. Avant votre mariage. Avant mon mariage. J'ai encaissé sans broncher. Et j'ai intercepté des conversations téléphoniques. Il m'a tendu des transcriptions, pages et pages. Mon estomac s'est retourné. Des conversations où il parlait de moi. Elle ne se doute de rien. Elle est naïve. Encore 3 ans. Des conversations où il riait de mes cadeaux. Une conversation où maman disait « Parfois je me sens coupable. Puis je te vois, et je me dis que je mérite d'être heureuse. » Il y a autre chose. Ils ont réservé des billets pour l'Italie. Départ dans 3 semaines. Florence. Ils disent que c'est professionnel pour lui et vacances pour elle. Mais ils ont réservé la même suite. 3 semaines. Dans 3 semaines, leur escapade romantique. Aux frais du compte joint. Mon argent. Merci. Combien? 2000 €. Mais madame, en 20 ans, j'ai vu beaucoup de choses. Mais ça, c'est vicieux. Faites attention. J'ai payé. Je suis rentrée. Marc n'était pas là. Soirée entre collègues. Bien sûr, j'ai pris ma voiture. Je suis allée rue Garibaldi. Sa voiture était là. Celle de maman aussi. Je suis restée dans ma voiture. À 22h, maman est sortie. Seule. Marc est sorti 15 minutes plus tard. Il a allumé une cigarette. Il ne fumait pas. Encore un mensonge. Il a fumé tranquillement. Puis il est monté dans sa voiture. Je l'ai suivi. Il s'est arrêté dans un bar. Il a retrouvé des collègues. Il y avait vraiment une soirée. Après avoir couché avec ma mère, il buvait avec ses amis. La vie continuait. Je suis rentrée, seule, dans notre appartement vide. Et c'est là que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer. J'allais leur donner leur liberté, mais d'une manière qu'ils ne pourraient jamais imaginer. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai commencé à travailler. J'avais un plan qui allait les détruire. Mais pour ça, il fallait être patiente. Il fallait jouer encore un peu. Il fallait sourire, embrasser, mentir aussi bien qu'eux. Et vous savez quoi? J'étais douée pour ça. Bien plus douée qu'eux. Mais ce que j'ai préparé ensuite, même moi, je ne pensais pas en être capable. Vous voulez savoir comment je les ai détruits? Comment j'ai révélé leurs secrets devant toute la famille? Dites-moi dans les commentaires, à ma place, vous auriez fait quoi? Vous auriez confronté tout de suite? Ou vous auriez attendu comme moi?
Le lendemain, je me suis réveillée différente. Pas de larmes, pas de colère, juste une détermination froide. J'avais mon plan. Maintenant, il fallait l'exécuter. Première étape, plus de preuves. Le détective m'avait donné beaucoup, mais je voulais plus. Quelque chose d'indéniable, quelque chose qui les détruirait socialement. Marc est parti à 8 heures. J'ai attendu 30 minutes. Puis je suis allée à la banque. Notre conseiller, M. Beaumont, m'a reçu. Madame Delacroix, que puis-je faire pour vous? L'historique de notre compte joint. Les 3 dernières années. Puis-je demander pourquoi? Puis, je prépare nos déclarations fiscales. Marc est occupé. Sourire parfait. Il a imprimé tout, page et page. Je les ai parcourus dans son bureau. Et j'ai tout vu. Les virements de 500 €, mais aussi d'autres choses. Bijoux, hôtels, restaurants, billets de train. Monsieur Beaumont, ce compte vers lequel mon mari vire de l'argent, vous savez à qui il appartient? Je ne devrais pas, mais c'est un compte au nom d'Isabelle Rousseau. Ma mère. Marc versait de l'argent à ma mère. 500 € par mois, 6 000 par an, 18 000 en 3 ans. De notre argent, de mon argent. Merci. Des copies certifiées de tout ça, s'il vous plaît. J'ai quitté la banque avec un dossier complet. Étape suivante, mon avocate. Pas une amie de Marc, maître Sophie Lambert. Spécialisée dans les divorces conflictuels. Réputation de ne jamais perdre. Madame Delacroix, asseyez-vous. Cinquantaine. Élégante, yeux perçants. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté. Elle a pris des notes. Vous avez des preuves? J'ai sorti tout. Le dossier du détective, les relevés, les captures d'écran, les photos de Thomas. Elle a tout examiné. C'est solide. Que voulez-vous? Le divorce. Mais je veux plus. Je veux qu'il perde tout. Sa réputation, son argent, son confort. Elle a souri, un sourire froid. Votre mari est avocat. Associé dans un cabinet respectable? Oui, Delacroix-Moreau, droit des affaires. Parfait. Liaison avec sa belle-mère. Fonds communs détournés. Le barreau n'appréciera pas, ses clients non plus. Que proposez-vous? Nous préparons le divorce. Mais nous ne déposons pas tout de suite. D'abord, vous sécurisez vos actifs. Vous transférez votre héritage. Vous retirez votre nom des investissements communs. Ensuite, nous frappons, fort, publiquement. Publiquement? Votre mari vit de sa réputation. Nous allons la détruire. J'adorais cette femme. Les jours suivants, j'ai tout exécuté. J'ai transféré mon héritage. 75 000 € dans une nouvelle banque. Marc ne verrait jamais cet argent. J'ai vidé notre compte d'épargne. 30 000 € de plus en sécurité. J'ai contacté notre propriétaire. L'appartement était à nos 2 noms, mais j'avais signé le bail en premier. J'ai expliqué, montré les preuves. Il a retiré le nom de Marc. Maintenant, l'appartement était le mien. J'ai aussi fait quelque chose de cruel. J'ai contacté le propriétaire de l'appartement rue Garibaldi. Je me suis présenté comme journaliste. Il m'a tout raconté. Marc avait loué 8 mois plus tôt, 6 mois d'avance. Le bail expirait bientôt. J'ai proposé de racheter le bail. Sous un faux nom. Le propriétaire a accepté. Leur nid d'amour m'appartenait maintenant. Ironique. Pendant ce temps, je continuais à jouer. Épouse aimante. Fille attentionnée. Il ne se doutait de rien. Un soir, Marc m'a annoncé son séminaire à Florence. Dans 2 semaines. Le fameux voyage. Oh non, j'espérais qu'on passe ce week-end ensemble. Je sais mon amour, mais c'est important. Je serai absent 5 jours. 5 jours? Long. Beaucoup de réunions. Je te rapporterai quelque chose de beau. Il m'a embrassé. J'ai dû me forcer. Le lendemain, maman m'a appelé. Ma chérie, je pars en voyage avec des amis. 1 semaine en Provence. En Provence? Oui, Martine et ses copines. Une villa. Ça va me faire du bien. Florence, Provence. Même pas la créativité de mentir différemment. C'est formidable. Amuse-toi bien. Tu es sûre que ça va aller seul? Ne t'inquiète pas. J'ai du travail. Des soirées tranquilles. Elle a ri, insouciante. Si seulement elle savait. Et maintenant, je vais vous avouer quelque chose. À ce moment-là, j'ai hésité. Vraiment hésité. C'était ma mère, la femme qui m'avait mise au monde. Est-ce que je voulais vraiment la détruire? Est-ce que la vengeance en valait la peine? Mais ensuite, je me suis souvenu. Des emails, des messages. Elle est si naïve. Elle ne se doute de rien. Il riait de moi, dans mon dos, et l'hésitation est partie. 2 jours avant leur départ, j'ai organisé un dîner. Chez nous, j'ai invité maman, la sœur de Marc, Caroline et son mari, les parents de Marc de Paris, ma tante Martine, celle avec qui maman était censée partir en Provence, et Thomas.
Probiste celle boucle long besoin, mais j'espère tout, puisqu'on proquelle matrance, faisant un reportage sur les familles modernes. Marc a trouvé ça étrange, mais j'ai dit que c'était pour fêter notre anniversaire en avance. Il a accepté. Le soir du dîner, tout le monde est arrivé à 19h. J'avais préparé un festin, foie gras, magrette, tarte tatin, les meilleurs vins, je voulais que tout soit parfait, la dernière fois ensemble. Le dîner s'est bien passé, bonne humeur. Marc et maman évitaient de se regarder directement. Mais je les voyais. Marc versait du vin à maman en premier. Maman riait trop à ses blagues. Personne d'autre ne remarquait. Vers 21h, après le dessert, j'ai tapé mon verre. Merci à tous. Vous êtes ma famille. Vous comptez pour moi. Marc souriait. Maman aussi. Confiant. J'ai quelque chose à partager. Quelque chose d'important. Silence. Tous les regards sur moi. Il y a 3 semaines, j'ai découvert quelque chose. Quelque chose qui a changé ma vie. Marc a commencé à pâlir. Maman a arrêté de respirer. Marc, tu te souviens de la facture d'hôtel dans ta veste? Il a ouvert la bouche. Rien. Maman, tout est rendez-vous chez le coiffeur? Ses mains tremblaient. Je sais tout. Votre appartement, rue Garibaldi, vos messages, vos photos, votre voyage à Florence. Ensemble. Le silence était assourdissant. Caroline a lâché sa fourchette. C'est quoi cette accusation, Marc? Ce n'est pas une accusation, c'est un fait. J'ai fait signe à Thomas. Le projecteur s'est allumé. Sur le mur blanc, les photos ont commencé à défiler. Marc et maman au lac d'Annecy. Marc et maman qui s'embrassaient. Marc et maman entrant dans leur appartement. Les messages agrandis, lisibles par tous. La mère de Marc a porté la main à sa bouche. Caroline a crié « Non, Marc, dis-moi que ce n'est pas vrai !» Tante Martine s'est levée. « Isabelle, avec ton gendre? C'est monstrueux !» Maman pleurait, des vraies larmes, de panique, pas de remords. « Amélie, laisse-moi t'expliquer. » « M'expliquer quoi? Comment vous avez commencé avant mon mariage? Comment vous avez loué un appartement avec notre argent? Comment vous vouliez partir dans 3 ans? Marc s'est levé. « Amélie, je suis désolée. »« Tu es désolée ?» Ma voix était calme, trop calme. « Assieds-toi. Nous n'avons pas fini. » Il s'est rassis, comme un enfant pris en faute. « Caroline, vos parents, tante Martine, Thomas, merci d'être témoin. Ce que vous avez vu servira dans ma procédure de divorce. Mon avocate a déjà préparé tout. » J'ai regardé Marc. « Tu vas perdre beaucoup. L'appartement est à mon nom maintenant. Ton cabinet va découvrir que tu as utilisé des fonds conjugaux pour ta liaison. Le barreau va enquêter. Tes clients vont savoir. Puis maman. Et toi? Tante Martine va s'assurer que toute la famille sache. Tes amis vont savoir. Tes voisins. Tu seras celle qui a couché avec le mari de sa fille. Maman sanglotait. « Amélie, je t'en supplie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça n'arrive pas. On fait des choix. Vous avez fait les vôtres. Maintenant vivez avec. » Marc a essayé. « Nous pouvons parler. Juste nous. » Non. Sauf ceci, tu as jusqu'à demain midi pour quitter l'appartement. J'ai changé les serrures. Tes affaires seront dehors. Si tu n'es pas parti, j'appelle la police. Je me suis tournée vers maman. Quant à toi, je ne veux plus te voir. Tu n'es plus ma mère. Tu es une étrangère. Le père de Marc s'est levé. Marc, nous partons. Tu viens. Marc a regardé maman. Une dernière fois. Et dans ce regard, j'ai vu tout. Il ne regrettait pas la trahison. Il regrettait de s'être fait prendre. Ils sont partis, un par un. Thomas est resté le dernier. « Tu vas bien? » « Oui, pour la première fois, je vais bien. » Il m'a serré dans ses bras. Puis il est parti. Je suis restée seule, seule avec les restes du dîner, seule avec ma victoire, et c'était exactement ce que je voulais. Vous vous demandez si j'ai eu des regrets, si j'ai pensé que j'étais allée trop loin. Non, parce que vous savez ce qu'ils ont fait après. Marc est revenu. À 3h du matin. Il a essayé d'ouvrir. Les nouvelles serrures ont tenu. Il a sonné, encore et encore. J'ai ouvert. Chaîne de sécurité en place. « Amélie, ouvre, il faut parler. » Il est 3h, je dors. S'il te plaît, je t'aime. J'ai fait une erreur. Tu aimes mon argent, mon appartement, la respectabilité de notre mariage. Mais moi, non. Ce n'est pas vrai. Isabelle, c'était physique. Ça ne voulait rien dire. 2 ans et demi, un appartement, des projets d'avenir, ça voulait tout dire. Il a essayé de glisser son pied. J'ai refermé d'un coup. Il a hurlé. « Tes affaires seront dehors à midi. » J'ai refermé. Il a continué 20 minutes. Puis il est parti. Le lendemain, 8h. Cabinet de mon avocate. Nous avons déposé le divorce. Faute grave, toutes les preuves. Photos, messages, témoignages, relevés, tout. À 10h,
Appel du cabinet de Lacroix et Moreau. Monsieur Moreau voulait me voir. Urgent. J'y suis allé. Bureau somptueux, boiserie, vue sur le Rhône. Monsieur Moreau, soixantaine, cheveux gris. Madame Delacroix, Marc m'a appelé, il m'a raconté la situation. Quelle version? Que vous l'accusiez injustement. Une vengeance parce qu'il voulait divorcer. J'ai souri. Voulez-vous voir les preuves? J'ai sorti mon téléphone. Photos, messages, tout. Il a pâli. Mon Dieu! Votre associé a une liaison avec ma mère depuis 2 ans et demi. Il a utilisé des fonds conjugaux. Il a menti à tous. Est-ce le genre d'homme que vous voulez comme associé? Il a fermé les yeux. Non. Je vais rendre cette affaire publique. Les médias vont s'en emparer. Votre cabinet sera éclaboussé. Que voulez-vous? Marc quitte le cabinet, immédiatement. Il perd sa licence. Et vous témoignez de son manque d'éthique. C'est sévère. Il a couché avec ma mère. Pendant que je préparais nos dîners. Pendant que je lavais ses chemises. Trouvez-vous ça éthique? Silence. Il quittera cette semaine. Merci. Je suis sortie avec un sentiment de puissance. L'après-midi, appel de tante Martine. Amélie, j'ai parlé à ta mère. Elle est effondrée. Bien. Sautons de bien d'Anna. Je sais qu'elle a fait quelque chose de terrible. Mais c'est ta mère. Non, une mère ne fait pas ça. Elle veut te parler. Elle dit qu'elle peut t'expliquer. Mais il n'y a rien à expliquer. Elle parle de se faire du mal. Elle ne peut pas vivre avec cette honte. Mon cœur s'est serré. Malgré tout. C'était ma mère, la femme qui m'avait mise au monde. Tante Martine, si elle veut parler, qu'elle m'envoie un email, un vrai, où elle explique tout. Pourquoi, comment, depuis quand, et surtout, ce qu'elle comptait faire. La vérité, toute la vérité. Je vais lui dire. 3 heures plus tard, l'email est arrivé. Long, très long. Je l'ai lu. Chaque mot était un poignard. Elle expliquait. Tout avait commencé pendant nos fiançailles. Marc l'aidait à préparer un album photo pour la cérémonie. Ils avaient passé des après-midi ensemble, à trier des photos, à rire. Et puis un jour, ça s'était transformé. Un baiser, puis l'hôtel, puis l'appartement. Elle disait qu'elle ne voulait pas me faire mal, qu'elle avait essayé d'arrêter. Mais qu'elle était tombée amoureuse. Vraiment. Pour la première fois depuis papa. Marc la faisait se sentir jeune, désirée, vivante. 52 ans. Elle sentait sa vie s'échapper. Marc était sa dernière chance. Elle s'excusait, encore et encore. Elle comprenait ma haine, mais elle voulait que je sache qu'elle m'aimait, qu'elle m'avait toujours aimé, même si ses actions prouvaient le contraire. À la fin, je vais partir, Amélie. Loin de Lyon, tu ne me reverras plus. C'est ma punition. Vivre sans toi, c'est pire que la mort. Sois heureuse, c'est tout ce que je souhaite. J'ai lu 3 fois. Et puis j'ai pleuré. Pour la première fois depuis la découverte, vraiment pleuré. Pas de colère. Juste une tristesse profonde. J'avais perdu ma mère. Pas à cause d'une maladie, à cause de ses choix. Ce soir-là, Marc est revenu. 18 heures. Ses affaires sur le palier. Il a sonné. Amélie? Mon fils. Il avait l'air détruit. Cheveux en bataille. Costume froissé. Cernes. Qu'est-ce que tu veux? Mon travail. Tu as contacté le cabinet. Ils vont me virer. Oui. Pourquoi? Parce que tu le mérites. Je vais tout perdre. Ma carrière. Ma réputation. Bien. C'est exactement ce que tu mérites. Et Isabelle? Tu sais qu'elle part? Elle quitte Lyon? Oui. Bon, tu es satisfaite? Tu as détruit 2 vies. Ma colère est revenue. Froide, contrôlée. Je n'ai rien détruit. C'est vous. Vous avez détruit mon mariage, ma famille, ma confiance. Tout ce que j'ai fait, c'est révéler la vérité. Si la vérité vous détruit, c'est que vous étiez déjà pourri. Nous t'aimions, à notre façon. Non. Vous vous aimiez, votre plaisir, votre confort, votre petit secret. Mais moi, j'étais juste un obstacle. Ce n'est pas vrai. Lis tes propres messages. Elle est naïve. Elle ne se doute de rien. Vous riez de moi. Silence, parce que c'était vrai. Prends tes affaires. Va-t'en. Ne reviens jamais. Il a ramassé ses cartons, un par un. Puis il s'est arrêté. Je suis désolée, Amélie. Moi aussi. Je suis désolée d'avoir gâché 2 ans avec toi. Il est parti. J'ai regardé par la fenêtre. Il a chargé les cartons. Puis il est resté assis. Sans démarrer. 10 minutes. 15, 20. Finalement, il est parti. Les semaines suivantes étaient étranges. Le divorce avançait vite. Mon avocate faisait un travail remarquable. Marc essayait de négocier. Mais il n'avait rien. Le cabinet a annoncé que Marc partait explorer de nouvelles opportunités. Tout le monde savait ce que ça signifiait. Il a trouvé un emploi à Grenoble.
Petit cabinet. Salaire divisé par 3. Maman a vraiment quitté Lyon. Vers Nice, un petit studio. Elle m'envoyait des emails. Régulièrement. Je ne répondais jamais, mais je les lisais. Puis, 2 mois après, quelque chose d'inattendu. Thomas m'a appelé. Mais, Amélie, j'ai quelque chose à te montrer. Important. Café. Il avait l'air grave. Quoi? Marc. Il a contacté une autre femme, une cliente. Chloé, 23 ans, fille d'un de ses clients. Et alors? Elle sort aussi avec sa mère. Enfin, elle le voyait en secret, jusqu'à ce que Chloé découvre. Attends, tu es en train de dire? Oui, Marc drague les filles et couche avec leur mère. C'est son truc. Le sang s'est vidé de mon visage. Maman, ce n'était pas de l'amour, pas une histoire unique, juste son fantasme. Maman n'était qu'une dans une série. Thomas, est-ce que maman sait? Je ne sais pas, mais tu devrais lui dire. J'ai réfléchi longtemps. Est-ce que je voulais rouvrir cette plaie? Mais elle méritait de savoir. Elle méritait de comprendre qu'elle avait tout sacrifié pour rien. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé maman pour la première fois en 2 mois. Amélie, c'est vraiment toi? Sa voix tremblait. Oui, il faut qu'on parle. En personne. Tu peux venir à Lyon demain? Bien sûr. Oui, Amélie, tu ne sais pas si... Demain, 14 heures, le petit comptoir. Et j'y serai. Merci. Mais j'ai raccroché. Mon cœur battait vite. Maman méritait de savoir la vérité. Toute la vérité. Même si cette vérité allait la détruire encore plus. Et moi, j'allais lui dire, parce qu'elle devait comprendre. Comprendre qu'elle avait sacrifié sa fille pour un homme qui ne l'avait jamais aimée. Pour un homme qui collectionnait les mères comme des trophées. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Vous lui auriez dit, ou vous l'auriez laissé dans son illusion? Parce que, croyez-moi, ce que j'allais lui révéler, c'était pire que tout ce qu'elle avait vécu jusque-là. Amélie, c'est vraiment toi? Sa voix tremblait. Surprise, espoir, peur. Oui, il faut qu'on parle, en personne. Tu peux venir à Lyon demain? Bien sûr. Oui, Demain, 14 heures, le petit comptoir. J'y serai. Merci. Merci de me donner cette chance. J'ai raccroché. Mon cœur battait vite, pas de nervosité, juste une détermination froide. Maman méritait de savoir, toute la vérité, même si cette vérité allait la détruire. Le lendemain, j'étais au café 15 minutes en avance. Même table que la dernière fois. L'ironie ne m'échappait pas. C'était ici qu'elle m'avait menti. Ici qu'elle était partie retrouver Marc. À 14 heures, elle est arrivée. Elle avait maigri. Beaucoup, cheveux attachés en chignon négligé. Pas de maquillage. Cernes profonds. Jean et pull simple. Rien à voir avec la femme élégante d'avant. Amélie? Elle s'est assise, ses mains tremblaient. Merci d'être venue. Tu m'as appelée maman. Des larmes ont coulé. Tu ne m'avais plus appelée comme ça? Ne te fais pas d'illusions. Je ne t'ai pas appelée pour une réconciliation. Son visage s'est fermé. Alors pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que tu dois savoir. Sur Marc. Elle a tressailli. Tu es encore en contact avec lui? Non, nous ne parlons plus. Depuis ce soir, il est à Grenoble. J'ai entendu dire qu'il travaille là-bas. Tu l'aimais vraiment? Elle a fermé les yeux. Oui, je sais que c'est horrible, impardonnable. Mais oui, je l'aime encore. Même après tout, même en sachant que tu as détruit notre relation. Je pensais que c'était réel, que peut-être, un jour tu pourrais comprendre. Comprendre quoi? Que tu as couché avec mon mari pendant 2 ans et demi. Ce n'était pas, nous ne voulions pas te faire mal. Nous attendions le bon moment pour me détruire. Elle a baissé la tête. Tu as raison, il n'y a pas d'excuse. Maman, regarde-moi. Elle a relevé les yeux, rouges, gonflés. Tu penses être la seule? Quoi? Tu penses être la seule femme plus âgée avec qui Marc a eu une liaison? Le sang s'est retiré de son visage. Qu'est-ce que tu veux dire? Marc a un fantasme, très spécifique. Il drague les jeunes femmes, et il couche avec leur mère. C'est son truc. Tu n'étais pas spéciale. Tu étais juste une dans une série. Non, non, ce n'est pas vrai. Il m'aimait. Il le disait aussi aux autres. J'ai sorti mon téléphone. Photo que Thomas avait prise. Marc avec une autre femme. 50aine, belle. Et à côté, Marc avec une jeune femme. 23 ans. Chloé, sa fille. Maman a fixé l'écran. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a dû poser le téléphone. Il y en a eu au moins 3 autres avant toi. 3 autres mères. 3 autres filles qui ne savaient rien. C'est son fantasme. Séduire la mère de sa petite amie. Le tabou l'excite. La trahison l'excite. Non, nous étions différents. Vous n'étiez pas différents. Tu étais juste la plus facile. Parce que j'étais déjà mariée avec lui. Parce que tu vivais près de nous.
Parce que tu étais seule depuis papa. Tu étais la cible parfaite. Maman s'est effondrée. Elle a posé sa tête sur la table. Elle a sangloté comme elle n'avait jamais sanglot. Des sanglots profonds, déchirants. Les autres clients regardaient. Je m'en fichais. J'ai attendu. 5 minutes, 10. Finalement, elle a relevé la tête. Tu le savais depuis combien de temps? Zondé. 2 mois? Soit. Et tu as attendu pour me le dire? Oui. Quand. Pourquoi? Parce que je voulais que tu souffres. Je voulais que tu vives dans ton illusion, que tu crois avoir sacrifié ta fille pour le grand amour. Et maintenant je veux que tu saches. Tu as tout sacrifié pour rien, pour un homme qui te mentait, qui se servait de toi, qui ne t'a jamais aimé. C'était cruel. Je le savais, mais elle devait comprendre, ressentir une fraction de ma douleur. Maman a pris une grande inspiration. Je mérite tout ça. Oui. Amélie, je sais que je n'ai aucun droit, mais est-ce que, un jour, tu pourras me pardonner? J'ai réfléchi. Longtemps, honnêtement. Je ne sais pas. Peut-être. Dans des années. Peut-être que je pourrais comprendre que tu étais faible, seule, manipulée. Mais maintenant? Non. Maintenant, quand je te regarde, je vois la femme qui a détruit ma vie. Elle a hoché la tête. Je comprends. Mais il y a quelque chose que tu peux faire. Quoi? N'importe quoi. Marc. Il continue. Il va continuer à détruire des familles, à manipuler des femmes et leurs filles. Nous devons l'arrêter. Comment? Tu vas porter plainte. Manipulation mentale. Abus de confiance. Et tu vas contacter les autres femmes. Celles d'avant. Nous allons monter un dossier. Ensemble. Et nous allons détruire sa carrière. Définitivement. Maman m'a regardée. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu quelque chose de nouveau. De la détermination. D'accord. Je vais le faire. Bien. Nous sommes restés là 1 heure. Pas en tant que mère et fille, mais en tant que 2 femmes unies par une mission. Détruire l'homme qui nous avait détruites. Les semaines suivantes ont été intenses. Maman a contacté les autres femmes. Thomas les avait identifiées. 3 femmes. Sophie, 48 ans, professeure. Catherine, 53 ans, médecin. Nathalie, 46 ans, architecte. Et maman. Toutes brillantes. Toutes tombées dans le même piège. Nous nous sommes rencontrés au cabinet de mon avocate. Elle a écouté chaque histoire. Les similitudes étaient troublantes. Même phrase, même promesse, même mensonge. Marc avait un script. Mesdames, nous avons un cas solide. Manipulation mentale, abus de confiance, escroquerie sentimentale. Nous pouvons porter plainte au pénal. Ça marchera? Sophie. Avec 4 témoignages identiques. Oui. La plainte a été déposée. L'enquête a commencé. Marc a été convoqué, interrogé, son appartement perquisitionné, son ordinateur saisi. Ce qu'ils ont trouvé était pire. Des centaines de photos, des dizaines de femmes, un dossier sur son ordinateur. Trophées, mère et fille, toutes ses conquêtes, toutes ses victimes, cataloguées. L'affaire a éclaté dans les médias. L'avocat qui séduisait les mères et les filles. Les journaux s'en sont régalés. Le cabinet de Grenoble l'a viré. Le barreau a enquêté. Sa licence a été suspendue. Marc a essayé de me contacter. Des dizaines de fois. Messages, emails. Il niait. Puis admettait, prétendait être malade. Puis m'accusait. Je n'ai jamais répondu. Le procès 6 mois plus tard. 4 femmes contre un homme. Le procureur a présenté tout. Photos, messages, témoignages, l'ordinateur, le dossier trophée. Marc a été condamné. 3 ans avec sursis. Soins psychiatriques obligatoires. Interdiction d'exercer 10 ans. Dommages substantiels pour chaque victime. Mais pour moi, la vraie victoire était ailleurs. Ces 4 femmes, debout ensemble, refusant d'être victimes, maman incluse. Après le procès, maman et moi avons pris un café. Toujours au petit comptoir, l'endroit du mensonge devenu l'endroit de la vérité. Amélie, merci. Pourquoi? De m'avoir montré qui il était, de m'avoir donné une chance de me racheter. Tu ne t'es pas racheté, pas encore, ça va prendre du temps. Mais, je sais, je suis prête à attendre. Toute ma vie si nécessaire. J'ai regardé maman, cette femme qui m'avait trahi, mais aussi cette femme qui avait eu le courage de se battre, d'aider d'autres victimes. Maman, je ne peux pas dire que je te pardonne, pas maintenant, peut-être jamais complètement. Mais je peux dire ceci, je ne te hais plus. Des larmes ont coulé, c'est plus que ce que je mérite. Probablement, mais c'est ce que je peux offrir. Nous avons fini notre café, un silence différent, pas confortable, pas chaleureux, mais pas hostile, juste un silence. Quand nous nous sommes séparés, maman m'a serré dans ses bras, brièvement, maladroitement. Je ne l'ai pas repoussé. Mais je ne l'ai pas enlacé, c'était un début, ou une fin. Les mois ont passé.
Ma vie a continué. Le divorce finalisé. J'ai gardé l'appartement. Marc a dû vendre tout pour payer les dommages. Il vit maintenant dans un studio à Grenoble, travaille comme conseiller juridique. Déchéance totale. J'ai entendu qu'il était en thérapie. Obligatoire. Est-ce qu'il allait changer? Je ne sais pas. Je m'en fichais. Maman est revenue à Lyon. Autre quartier. Elle a recommencé à travailler. Librairie. Elle m'envoie des emails, un par semaine. Des nouvelles. Jamais d'excuses. Elle avait compris. Juste des nouvelles. J'ai lu un livre qui t'aurait plu. Il fait beau. Je pense à toi. Je les lis. Parfois je réponds. Brièvement. Merci. Moi aussi. Prends soin de toi. De petits pas vers quelque chose. 1 an après ce dîner de révélation, Thomas m'a invité. Pas un café. Un vrai restaurant. Élégant. Romantique. Thomas, qu'est-ce qu'on fait là? Amélie, ça fait 1 an. 1 an que tu te bats. Tu te reconstruis. Je pense qu'il est temps de penser à toi, à ton bonheur. Mon bonheur? Oui, oui. Il a pris ma main. Simple. Chaleureux. Amélie, je t'aime depuis qu'on a 10 ans. Depuis que tu as frappé le garçon qui m'embêtait. Je t'aime depuis toujours, mais je n'ai jamais osé. Tu semblais heureuse avec Marc. Maintenant, je ne veux plus attendre. Mon cœur s'est arrêté. Thomas, mon meilleur ami, mon confident, mon allié, il m'aimait, toujours. Thomas, je ne sais pas si je suis prête. Après tout, je ne te demande pas d'être prête. Je te demande juste d'y penser, de me donner une chance, quand tu seras prête. J'ai regardé cet homme qui m'avait soutenu sans rien demander. Cet homme qui avait été là, toujours, attendant. D'accord, je vais y penser. Il a souri, ce sourire doux qui m'avait toujours réconforté. C'est tout ce que je demande. Nous avons fini le dîner, et quelque chose a changé en moi. Une petite graine d'espoir. Peut-être que je pouvais refaire confiance. Peut-être que je pouvais aimer à nouveau. 3 mois plus tard, Thomas et moi sortions ensemble. Lentement, prudemment, pas de précipitation. Juste 2 personnes apprenant à se découvrir autrement. Et c'était bien. Maman a appris par tante Martine. Elle m'a envoyé un email, un mot bonheur. J'ai répondu « Merci ». Aujourd'hui, 2 ans après cette soirée où j'ai révélé leur trahison, je peux dire que je vais bien. Vraiment. Je suis avec Thomas. Nous parlons de nous installer, peut-être de nous marier, mais sans hâte. Maman et moi avons déjeuné ensemble le mois dernier, pour la première fois depuis le procès. C'était étrange, maladroit, mais c'était un pas, un tout petit pas vers quelque chose qui ressemblait à une réconciliation. Je ne sais pas si je lui pardonnerai complètement, mais je sais que je ne veux plus porter cette haine. Elle est trop lourde. Marc, je ne sais pas ce qu'il devient, je ne veux pas savoir. Il fait partie de mon passé, un chapitre douloureux, mais fermé. Ce que j'ai appris, que la trahison peut venir de ceux qu'on aime le plus, que la vengeance, aussi douce soit-elle, ne guérit pas, seul le temps le peut, et la décision consciente de ne plus être victime. Je m'appelle Amélie Rousseau. J'ai 30 ans maintenant, et je suis une survivante. Maman m'avait dit « Méfie-toi des hommes ». Elle avait raison, mais aujourd'hui je dirais « Méfie-toi des gens qui prétendent t'aimer tout en te trahissant, peu importe qui ils sont. Et surtout, fais-toi confiance, ton instinct sait, écoute-le. » Cette nuit-là, quand j'avais trouvé cette facture d'hôtel, mon instinct hurlait, et j'ai écouté, et ça m'a sauvée. Alors si vous vivez quelque chose de similaire, si quelque chose ne va pas dans votre vie, votre couple, votre famille, écoutez votre instinct, creusez, cherchez la vérité. Elle sera douloureuse, dévastatrice, mais libératrice. Et une fois que vous l'aurez trouvée, vous aurez un choix, rester victime, ou devenir survivant. Moi, j'ai choisi de survivre. Vous savez ce qui est drôle? Parfois, je repense à ce matin d'octobre. Si je n'avais pas fouillé dans cette veste, si je n'avais pas trouvé cette facture, je serais peut-être encore là, souriante, ignorante, pendant qu'ils planifiaient leur départ. Dans 3 ans, je me serais réveillée un matin. Marc aurait fait ses valises. Je suis désolée, mais je ne t'aime plus. Maman aurait disparu quelques jours plus tard. Je pars me ressourcer, et moi, l'idiote, j'aurais pleuré, sans comprendre, sans savoir qu'ils étaient ensemble depuis des années. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, parce que j'ai écouté mon instinct, parce que j'ai cherché, parce que je n'ai pas accepté les mensonges. Et vous savez ce que j'ai appris d'autre? Que la vengeance n'est pas toujours un plat qui se mange froid. Parfois, elle se mange devant témoins, avec un projecteur, et des photos agrandies sur le mur du salon. Est-ce que j'ai des regrets? Oui, un seul. Que ça ait pris 2 ans et demi avant que je découvre. 2 ans et demi où j'ai fait l'amour avec un homme qui sortait du lit de ma mère. 2 ans et demi où j'ai embrassé ma mère en sachant qu'elle avait embrassé mon mari quelques heures avant. Mais je ne regrette pas ce que j'ai fait après. Pas une seconde, parce qu'il méritait tout.
chaque humiliation, chaque perte, chaque conséquence. Vous pensez peut-être que je suis cruelle, que j'aurais dû pardonner, que c'est ma mère après tout. Mais dites-moi, qu'auriez-vous fait si votre mari et votre mère vous trahissaient pendant des années, si vous découvriez qu'ils planifiaient de vous abandonner quand ce serait plus facile? Vous auriez pardonné? Vraiment? Je ne crois pas. Aujourd'hui, quand je croise des couples dans la rue, je me demande parfois combien cachent des secrets, combien sourient en public et mentent en privé, combien sont comme Marc et ma mère étaient. Et puis je regarde Thomas, et je me rappelle que tout le monde n'est pas comme eux, qu'il existe des gens honnêtes, des gens qui vous aiment vraiment, sans agenda caché, sans double vie. Thomas n'a jamais menti, même quand il m'aimait en silence pendant des années. Il a attendu, patiemment, sans rien attendre en retour. C'est ça l'amour, pas ce que Marc et ma mère appelaient amour. Leur amour était égoïste, destructeur, bâti sur ma douleur. Le vrai amour ne détruit pas, il construit. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre, de Marc, manuscrite, longue. Il voulait s'expliquer une dernière fois. Je l'ai lue. Pourquoi? Je ne sais pas. Curiosité peut-être. Il disait qu'il avait compris, qu'il était en thérapie, que son psy lui avait expliqué qu'il cherchait sa mère à travers ses femmes plus âgées, que sa propre mère l'avait abandonné enfant, que c'était un traumatisme non résolu. Blablabla. Psychologie de comptoir. Excuses pathétiques. Vous savez ce que j'ai fait de cette lettre? Je l'ai brûlée, dans l'évier de ma cuisine. J'ai regardé les mots devenir cendres, et j'ai ressenti exactement rien. Parce que ces excuses ne changent rien. Ces traumatismes ne justifient rien. Il a fait des choix conscients, encore et encore, pendant 2 ans et demi. Et ma mère, elle aussi avait ses excuses. La solitude, le deuil de mon père, l'âge, la peur de vieillir seule. Mais d'autres femmes vivent la même chose, et elles ne couchent pas avec les maris de leurs filles. Parfois, Thomas me demande si je pense encore à eux. Honnêtement, rarement. Ils occupaient toute ma vie pendant des mois, chaque pensée, chaque émotion. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des ombres, des fantômes d'un passé que j'ai enterré. Je pense plutôt à mon futur, à notre futur, avec Thomas. Nous parlons d'acheter une maison, peut-être avoir des enfants, construire quelque chose de réel, de solide, de vrai. Et ma mère dans tout ça. Nous nous voyons tous les 2 mois environ, toujours au petit comptoir. C'est devenu notre tradition, notre lieu de vérité. Nous parlons de tout, sauf de Marc. Ce sujet est interdit. Fermé, mort. Elle a vieilli, beaucoup. Ces 2 années l'ont cassée. Mais elle a aussi changé. Elle est plus humble, plus vraie, moins dans l'apparence. Elle travaille dans sa librairie. Elle aide des associations. Elle essaie de se racheter. Pas auprès de moi, auprès d'elle-même. Est-ce que je lui ai pardonné? Je vous ai dit non. Mais la vérité est plus compliquée. J'ai pardonné la femme faible et manipulée. Je n'ai pas pardonné la mère qui a trahi sa fille. C'est possible de pardonner en partie? Je crois que oui. Le mois dernier, pour mon anniversaire, elle m'a offert quelque chose. Une photo. Une vieille photo de mon père et moi. J'avais 5 ans. Il me portait sur ses épaules. Nous rions tous les deux. Un moment de bonheur pur. Au dos, elle avait écrit « Ton père aurait été fier de ta force. Moi aussi je suis fière. Même si je n'ai pas le droit de l'être. » J'ai pleuré en lisant ça. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré devant elle. Et elle m'a serré dans ses bras. Et cette fois, je l'ai serrée aussi. Ça ne change rien au passé. Mais peut-être que ça construit un futur. Différent. Plus prudent. Mais un futur quand même. Voilà. C'est mon histoire. L'histoire d'une femme qui a découvert la pire trahison. Qui a choisi la vengeance. Et qui a finalement choisi la vie. Est-ce que je referais la même chose? Oui. Sans hésiter. Parce que cette confrontation publique, ce divorce, ce procès, tout ça m'a rendu ma dignité, ma force, ma vie. Certains me diront que j'ai été trop dure, que la famille, c'est sacré, que j'aurais dû pardonner. Mais moi je vous dis, la famille qui vous trahit ne mérite pas votre pardon automatique. Le pardon se mérite, il se gagne, avec le temps, avec des actes, avec la vérité. Et Marc, il ne mérite rien, ni mon pardon, ni ma pitié, ni ma pensée. Il est un fantôme, et les fantômes n'ont pas de place dans ma vie. Alors voilà, j'ai 30 ans, une nouvelle vie, un homme qui m'aime vraiment, une mère avec qui je reconstruis lentement, un passé douloureux mais dépassé, et un futur qui m'appartient. Et vous, si c'était votre mari et votre mère, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pardonné comme il l'espérait? Ou auriez-vous fait comme moi? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir, parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. La trahison existe partout, sous toutes les formes. Et si mon histoire peut aider,
Ne serait-ce qu'une personne à ouvrir les yeux, à écouter son instinct, à refuser d'être victime, alors tout ça aura valu la peine. Voilà mon histoire, celle d'Amélie, la fille qui a découvert que sa mère couchait avec son mari, et qui a décidé de survivre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir été là. Et si cette histoire vous a touché, vous savez quoi faire. Partagez-la, commentez, discutez-en, parce que le silence protège les coupables. Et la vérité libère les victimes. À bientôt. Prenez soin de vous. Et surtout, écoutez votre instinct. Toujours.